10 géants américains font leurs valises, direction le Canada. Et pourtant, personne ne semble se poser les bonnes questions. On ne parle pas de simples extensions ou de petites antennes locales. Il s'agit de centres de données valant des milliards, de pôles entiers dédiés à l'intelligence artificielle et de milliers d'emplois qui migrent discrètement de l'autre côté de la frontière nord. Alors, est-ce le début d'un changement de cap beaucoup plus vaste? Quand les plus grands noms de la tech et du business commencent à s'implanter solidement à l'extérieur des États-Unis, il est légitime de se demander, est-ce une simple expansion ou une fuite bien orchestrée? Installez-vous bien, parce qu'en découvrant ce qui suit, vous pourriez vous rendre compte que l'exode des entreprises américaines est déjà en marche. Numéro 10. Le fonds d'opportunité en IA de Google. Pourquoi Google, l'une des entreprises technologiques les plus influentes au monde, a-t-elle décidé d'investir 13 millions de dollars canadiens pour former des talents en intelligence artificielle au Canada et non aux États-Unis? La réponse risque de déranger. Aux yeux de Google, les travailleurs tech américains sont devenus trop coûteux, trop exigeants et parfois coincés dans des batailles politiques sans fin. Le Canada, lui, offre tout l'inverse, une main-d'œuvre motivée, plus abordable, dans un climat social et politique bien plus serein. Et ce n'est pas tout. Les lois canadiennes sur les données sont moins contraignantes, et les partenariats gouvernementaux s'y construisent plus facilement. En clair, ça ressemble moins à un simple programme de formation qu'à une stratégie de relocalisation en douceur. Alors, est-ce que Google est en train de bâtir toute une génération d'ingénieurs IA loin du sol américain, volontairement? Et si le but était d'aider, pourquoi ne pas investir dans les écoles américaines en difficulté ou aider les professionnels de la tech récemment licenciés aux États-Unis? Il faut se poser la question. Si Google mise sur le Canada pour l'avenir de l'IA, combien d'autres géants vont suivre cette voie? Numéro 9. La région cloud ultra-secrète d'Amazon à Calgary. Qui pourrait croire qu'un cloud dédié à des opérations ultra-confidentielles du gouvernement américain serait hébergé à l'étranger? Et pourtant, c'est exactement ce qu'a fait Amazon Web Services cette année en lançant sa nouvelle région Secret West Cloud à Calgary, en Alberta. On parle ici d'infrastructures destinées à contenir des données sensibles liées à la défense américaine et aux services de renseignement. Et ces données, désormais, circulent depuis le sol canadien. 3 signaux d'alerte se dégagent immédiatement. La sécurité nationale américaine est confiée à un pays voisin. Les règles et régulations aux États-Unis deviennent un véritable frein à l'innovation. Et l'instabilité politique à Washington transforme chaque contrat fédéral en terrain miné. Pourquoi le Canada, alors? Moins de paperasse, des coûts réduits, et surtout, un gouvernement bien plus coopératif. Mais allons plus loin. Que signifie le fait qu'une entreprise américaine ne fasse plus confiance à son propre territoire pour héberger ses données les plus sensibles? Et si cette délocalisation silencieuse commençait avec l'infrastructure, avant de s'étendre aux opérations, puis à la direction elle-même? Si le plus grand cloud américain plante ses racines ailleurs, qu'est-ce qui empêche les autres de faire de même? Numéro 8. IBM et son centre quantique au Canada. Comment une icône historique de la tech américaine finit-elle par construire le cœur de son futur quantique, à Montréal? C'est pourtant ce qu'IBM a choisi de faire. En 2025, l'entreprise a inauguré une toute nouvelle multizone cloud région au Québec, accompagnée d'un projet ambitieux de centre de données quantiques, tout cela en dehors du territoire américain. Ce n'est pas juste une extension. C'est une nouvelle ère technologique qui prend forme sur un autre sol. Pourquoi ce choix? Parce que les infrastructures américaines ne suivent plus le rythme. Parce que les réglementations sur la gestion des données freinent l'innovation. Et parce que les blocages politiques à Washington paralysent les financements cruciaux pour la tech. Montréal, elle, n'a eu qu'à dérouler le tapis rouge. Avantages fiscaux, souplesse réglementaire, incitations claires. Tout ce que les États-Unis offraient autrefois à leurs pionniers. IBM a flairé l'opportunité et l'a saisie. Mais attention, ce centre cloud canadien accueillera WatsonX, la plateforme d'intelligence artificielle d'IBM conçue pour révolutionner des secteurs entiers. Santé, finance, éducation, systèmes nationaux. En d'autres termes, le cerveau de l'IA américaine migre vers le nord. Et ce n'est pas tout. IBM prévoit également Starling, son projet quantique le plus audacieux à ce jour. Bien que le siège reste à New York, les premiers pas de cette révolution se font au Canada. Alors une question s'impose. Si les technologies les plus avancées d'IBM sont développées, testées et opérées au Canada, combien de temps avant que la stratégie, les cerveaux et l'innovation elles-mêmes traversent définitivement la frontière? Et si cette fuite ne se faisait pas dans la panique, mais plutôt dans le silence, la légalité et surtout l'indifférence? Numéro 7, le centre d'innovation de Cisco à Toronto, une vitrine d'avenir, mais pas pour les États-Unis. Quand une multinationale américaine investit des centaines de millions dans un projet étranger sans faire de même sur son propre sol, ça mérite qu'on s'y attarde. C'est exactement ce que fait Cisco. En 2025,
l'entreprise a doublé son engagement envers son centre d'innovation de Toronto, injectant chaque année plus de 200 millions de dollars canadiens pour développer des technologies de pointe en cybersécurité, en intelligence artificielle et en connectivité réseau. Pendant ce temps, aux États-Unis, la réalité est tout autre. Les lourdeurs administratives étouffent les partenariats de recherche, les filières éducatives peinent à répondre aux besoins de l'industrie, et les grandes villes compliquent l'installation de pôles technologiques sur le long terme. Toronto, à l'inverse, déroule le tapis rouge. La ville ne s'est pas contentée d'accueillir Cisco à bras ouverts. Elle a conçu un véritable écosystème, associant universités locales, jeunes pousses, institutions publiques et grandes entreprises pour tester des solutions concrètes et novatrices. Résultat, les technologies du futur, ville intelligente, cybersécurité adaptative, plateformes de santé numérique sont en train de se construire au Canada, avant d'être potentiellement exportées aux États-Unis. Et Cisco ne prend même plus la peine de maquiller cette orientation. Ce centre, il ne l'appelle pas simplement un bureau régional, mais un flagship, une vitrine phare. En langage d'entreprise, ça veut dire stratégie, direction, ambition à long terme. Alors la question se pose. Si la R&D la plus audacieuse de Cisco est désormais ancrée au nord de la frontière, quel avenir reste-t-il au développement technologique basé aux États-Unis? À partir de combien de cas comme celui-là les Américains commenceront-ils à se demander? Est-ce une coïncidence ou un plan bien pensé? Numéro 6, Oliva International. L'empire de la beauté tourne le dos à ses racines. Comment une marque de cosmétiques née, élevée aux États-Unis, peut-elle choisir de construire son avenir au Canada? C'est pourtant le pari qu'a fait Oliva International, une entreprise qui a généré plus de 105 millions de dollars de ventes aux États-Unis et qui comptait plus de 60 000 conseillers à travers le pays. Plutôt que de consolider sa base américaine, Oliva vient d'annoncer son lancement officiel au Canada. Mais attention, ce n'est pas un simple test ou une extension timide. Ils ont carrément créé une nouvelle entité, Oliver Tree People Canada Inc., et comptent y déployer toute leur gamme de produits cosmétiques sans eau. Et le timing n'est pas anodin. Aux États-Unis, l'économie reste instable, l'inflation pèse sur les distributeurs, et les marques de beauté se battent pour conserver leurs vendeurs dans un marché ultra saturé. Les réglementations autour des produits durables et biologiques deviennent de plus en plus complexes, ce qui augmente les coûts et les risques juridiques. Le Canada, lui, apparaît comme une terre d'opportunités. Un cadre réglementaire plus souple, une forte demande pour les produits éco-responsables, et un gouvernement qui facilite activement l'installation d'entreprises via des autorisations accélérées et des incitations vertes. Mais ce qui dérange, c'est qu'on parle ici d'une marque profondément ancrée dans le tissu économique américain, qui choisit aujourd'hui de faire rayonner son image ailleurs. Et pendant que des milliers de conseillers américains ont contribué à bâtir cette marque, c'est peut-être à Toronto, Vancouver ou Calgary que seront formés les futurs leaders du réseau. Si l'innovation, les campagnes marketing et les postes stratégiques migrent progressivement vers le nord, à quel moment la base américaine se sentira-t-elle reléguée au second plan? Est-ce qu'on assiste ici à un simple mouvement stratégique ou à un signal pour toute l'industrie de la beauté? Le Canada est devenu la terre promise du secteur? Numéro 5, Sonoco et Parkland, un mariage énergétique aux accents canadiens. Voici un deal qui a pris tout le monde de court. Une entreprise pétrolière du Texas, Sonoco, rachète pour 9,1 milliards de dollars US Parkland Corporation, l'un des plus grands distributeurs de carburant au Canada. Mais au lieu d'absorber la société, elle laisse le siège au Canada. Et c'est là que ça devient intéressant. Les réseaux de distribution de carburant aux États-Unis sont déjà mis à rude épreuve par des infrastructures vieillissantes. Les raffineries américaines, quant à elles, subissent des réglementations environnementales de plus en plus strictes, freinant les investissements et ralentissant la production. Ajoutez à cela une pression politique croissante sur le secteur des énergies fossiles, et même les plus grosses compagnies commencent à marcher sur des œufs à Washington. Alors, Sonoco a regardé ailleurs, et a trouvé au Canada un terrain bien plus favorable. Là-bas, les règles sont claires, les incitations à l'investissement sont plus solides, et les critiques publiques moins virulentes. Encore plus surprenant, la raffinerie de Burnaby, que beaucoup pensaient condamnée, ne sera pas seulement conservée, mais modernisée dans le cadre de cette acquisition. Autrement dit, Sonoco n'a pas seulement racheté des actifs. Ils ont sécurisé une zone tampon. Et ce n'est pas tout. Au lieu d'imposer ses propres dirigeants, la société américaine laisse une bonne partie des décisions entre les mains de l'équipe canadienne. Ce sont donc des dirigeants étrangers, opérant sous des lois étrangères, qui auront la main sur une entreprise financée par des capitaux américains. Alors, on peut se poser une vraie question. Si même les piliers de l'énergie américaine commencent à déplacer leurs quartiers généraux à l'étranger, à confier leur stratégie à d'autres et à fuir la réglementation américaine, quel message ça envoie pour l'avenir du secteur? Est-ce une exception, ou bien le modèle à suivre pour les futures fusions? S'adosser à une structure étrangère, garder l'activité hors des États-Unis et contourner les obstacles réglementaires du pays d'origine? Numéro 4, Salesforce déplace son QG numérique au nord. Sans faire trop de bruit, Salesforce vient de franchir un cap majeur.
sa plateforme Hyperforce est désormais pleinement déployée au Canada. Et derrière ce simple nom technique, c'est toute une transformation qui s'opère. On parle ici de l'hébergement de services stratégiques, Data Cloud, iCloud, Marketing Cloud, Commerce Cloud, Mulsoft, Tableau. Autrement dit, le cœur numérique de Salesforce. Pourquoi ce transfert au nord? La réponse tient en quelques mots. Aux États-Unis, l'ambiance se dégrade. Les lois sur la confidentialité des données se durcissent, les infrastructures technologiques peinent à suivre, et l'instabilité politique fait fuir les investisseurs. Salesforce, au lieu d'attendre que la tempête passe, a préféré prendre les devants et miser sur le Canada. Mais attention, il ne s'agit pas d'un simple entrepôt de serveurs, c'est un véritable transfert de pouvoir. Désormais, des entreprises canadiennes, mais aussi des institutions publiques ont un accès prioritaire à des outils qui étaient auparavant réservés au marché américain. Et ce mouvement ne tombe pas du ciel. Salesforce avait déjà promis d'investir plus de 2 milliards de dollars dans ses activités canadiennes. Aujourd'hui, l'infrastructure est là. L'argent suit. Et demain, ce seront peut-être les talents, les idées, voire les décisions stratégiques qui seront pilotées depuis le Canada. Alors, posons la vraie question. Est-ce simplement une expansion logique ou un désengagement calculé des États-Unis? Numéro 3, le retour surprise de USA Network au Canada. Quand une grande chaîne télé américaine décide de renaître de ses cendres, on s'attendrait à ce que ce soit à New York ou à Los Angeles. Et pourtant, en 2025, Comcast a relancé USA Network au Canada en partenariat avec Bell Media. Désormais rebaptisée Revive Channel, cette version canadienne diffuse des séries originales et des événements sportifs américains exclusivement pour le public canadien. Pendant ce temps, chez l'oncle Sam, tout s'effondre. Les abonnements au câble chutent à des niveaux historiques, la confiance du public dans les médias traditionnels s'évapore, et les régulateurs américains imposent de plus en plus de restrictions. Comcast a donc fait un choix stratégique. Relancer la chaîne dans un marché plus calme, moins clivant et plus coopératif. Le Canada offre un environnement médiatique stable, à l'abri des guerres culturelles, des blocages de la FCC et de la chute des revenus publicitaires. Mais là où ça devient troublant, c'est que certaines diffusions canadiennes ont même la priorité sur certaines régions américaines. Pourquoi offrir des contenus premium à un autre pays alors que le marché local s'essouffle? Et ce n'est pas qu'un simple partenariat. Bell Media contrôle désormais la programmation, la publicité et la stratégie. Ce n'est plus une collaboration, c'est un transfert de gouvernance. Comcast est-il en train de tester un nouveau terrain ou de préparer une relocalisation complète de son modèle télévisuel? Si le câble meurt aux États-Unis, où ces géants vont-ils rebondir? Numéro 2, GNL Canada. Quand l'énergie américaine s'exporte, sans passer par l'Amérique. En juillet 2025, le projet LNG Canada a lancé officiellement ses exportations depuis Kitimat, en Colombie-Britannique. Un succès pour le Canada, à première vue. Mais si on regarde de plus près, les coulisses révèlent une autre réalité. Derrière ce projet se cachent des mastodontes américains comme ExxonMobil, Chevron et ConocoPhillips. Ces géants de l'énergie ont discrètement réorienté une partie de leurs investissements vers le Canada, laissant entrevoir un changement de cap stratégique. Pourquoi? Parce qu'aux États-Unis, obtenir un permis devient un cauchemar juridique. Des projets entiers restent bloqués pendant des années à cause de contestations environnementales ou de batailles politiques. Au Canada, c'est un tout autre scénario. Des politiques claires, des engagements à long terme, des partenariats solides avec les communautés autochtones. Bref, un terrain beaucoup plus prévisible. Et ces entreprises américaines n'y vont pas à moitié. Elles transfèrent leurs équipes, leurs capitaux, leur expertise. Le plus étonnant, LNG Canada pourrait devenir d'ici 2030 l'un des plus gros exportateurs de gaz naturel vers l'Asie. Tout ça via des infrastructures financées par des dollars américains, mais depuis un port canadien. Alors on peut se poser une vraie question. Si le savoir-faire, les profits et le contrôle partent ailleurs, les États-Unis sont-ils encore une puissance énergétique ou simplement un investisseur sans territoire? Et si ces entreprises préfèrent opérer sous des lois étrangères plutôt que de naviguer dans le chaos réglementaire américain, à quoi ressembleront les prochains projets énergétiques? Numéro 1, Ford investit 3 milliards de dollars au Canada pour construire son pick-up emblématique. Le F-Series Super Duty, ce gros pick-up symbole de la puissance américaine, sera désormais produit au Canada. En 2025, Ford a annoncé un investissement massif de 3 milliards de dollars US pour agrandir son usine d'Oakville, en Ontario. L'objectif? Produire à grande échelle ce modèle mythique. Mais derrière cette annonce, il y a un message bien plus profond. Aux États-Unis, les usines peinent à suivre. Les chaînes d'approvisionnement sont encore fragiles. Les grèves paralysent les sites, les contrats syndicaux deviennent plus coûteux, et les vieilles installations du Midwest n'arrivent plus à répondre aux exigences des véhicules de demain électriques, connectés, intelligents.
Le Canada, lui, offre autre chose, de la stabilité. Des incitations fiscales, des subventions publiques, une main-d'œuvre déjà formée aux technologies de la mobilité du futur. Autant d'atouts qui ont poussé Ford à se repositionner. Et ce n'est pas qu'une question de production. Ford délocalise aussi sa R&D, ses ingénieurs, ses fournisseurs. Autrement dit, c'est tout un écosystème qui se déplace. Oakville devient le centre nerveux de la stratégie Ford pour les années à venir. Alors, on peut s'interroger, si le pick-up le plus américain est désormais conçu, assemblé et optimisé à l'étranger, à quel moment le leadership, les choix de design, les orientations stratégiques feront aussi le voyage vers le nord? Ford ne s'est pas contenté de chercher un coût de production plus bas. Ce qu'ils veulent, c'est un environnement prêt pour l'avenir, même si cela signifie s'éloigner des routes américaines qui ont fait leur renommée. Voilà où nous en sommes. Des géants de la tech, de l'énergie, de l'automobile, des médias, tous redirigent une part de leur avenir vers le Canada. Ce n'est plus juste une série d'investissements isolés, c'est un véritable changement de cap. Alors posez-vous la question, est-ce que ces entreprises fuient les États-Unis ou cherchent-elles simplement un endroit plus stable pour continuer à grandir? Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire, laissez un j'aime si ce genre d'analyse vous parle, et rejoignez-nous pour la suite, car ce phénomène est loin d'être terminé.